dans une société où les étiquettes prévalent et les interactions en entreprise avec les RH pour aller à la MDPH, pour aller euh, euh, au CRA, pour aller à l'école, pour avoir l'appui des psys, des structures d'accompagnement, des accompagnements EIP, enfin intellectuellement précoces, ou des prises en charge parce qu'en plus on fout des handicaps partout. C'est absolument terrible. Une pression anxiogène partout, partout. Mais c'est les enfants qui font, c'est souvent fusible. Oui, je suis entièrement d'accord. C'est une phrase que j'aimerais retenir parce que quand les gens me demandent à quoi servent les dictats, je venais de résumer en une phrase ce que je dois répondre. Qu'est-ce que vous ramenez de tout votre parcours ou votre pratique, ou comme vous expliquiez tout à l'heure, vous avez déconstruit une partie de vos croyances, mais vous avez dû en trouver d'autres ou des constats, des publics pluriels, polymorphes, polychromes, qui sont venus vous voir. C'est une psychologue. Alors, je me suis intéressé à l'autisme en 2005. Et il y avait qu'une association, c'est Isère Envol Autisme, qui était à côté. C'est eux qui m'ont donné les renseignements, les outils, les publications, etc. Enfin, qui m'ont donné les bases pour me former et m'informer. Mais il n'y avait pas de professionnels, ni de psychiatre, ni de médecin, enfin pas à ma connaissance, ni de psychologue. Et j'ai cherché à me former aux méthodes ABA, Teach, PEC. Et à ce moment-là, il y a une psychologue qui s'est installée dans la région et je lui ai vraiment transféré pour éducation tous les enfants et ados que j'ai vus. Elle m'a dit simplement, ah Philippe, si tu mets le pied dans l'autisme ou un doigt, tu vas plonger là-dedans. J'ai pas compris, j'avais des personnes avec troubles anxieux, dépressifs, enfin j'avais d'autres personnes. Et puis pour me rendre compte que petit à petit, effectivement, en m'intéressant à l'autisme et vu la pénurie de professionnels dans ce domaine-là, pratiquement 9/10 de ma patientèle a des troubles du spectre de l'autisme. Alors qu'est-ce que j'ai découvert? Un monde absolument passionnant. Si j'avais quelque chose à dire, il n'y a pas de profil type. Enfin, je veux dire, entre Riemann et Einstein, il y a beaucoup de différences et de variétés et franchement, aucun profil type. C'est comme si on disait quel est le profil type du français. Enfin. Me semble-t-il, même s'il n'y a pas de profil type, il y a quand même des cartographies appropriées ou pas. Riemann, c'est un peu comme Daniel Tammet que j'apprécie beaucoup, qui écrit un jour bleu. Daniel Tammet, il avait fait 2 têtes. Il est toujours vivant, il est à Paris. La décimale de pi pendant 5 heures à la télé aux États-Unis. Et celui qui a servi pour Edman, il en est mort. Il avait toute la bibliothèque de sa ville dans la tête. Il est mort, je sais plus, à 30, 40 ans. Mais si on sort ça, il y a quand même des cartographies appropriées. Si on prend la douance, si on prend le TSA, le TDAH. Alors, sans enfermer les gens dans des boîtes, mais quand même pour appréhender des choses. Parce que moi, je vois bien, enfin, j'ai des milliers de personnes en réseau, des gens qui veulent être normaux, mais j'ai dit, t'es normal ou t'es anormal, t'es anormal comme tout le monde. Alors, au niveau médical, le diagnostic, c'est cette hyper-réactivité sensorielle et ces efforts, cette dyslexie des interactions sociales. Au niveau relationnel et plus personnel, les grandes qualités, c'est le non-jugement. Franchement, on peut dire tout. Ils prennent de façon factuelle. Et l'honnêteté. Enfin, une personne autiste se trompe, elle dit, bah ouais, je me suis trompé. Enfin, ils vont pas dire c'est le collègue ou grave des trains, quelque chose comme ça. Voilà, donc ce sont des personnes
de ce point de vue-là, si on leur pose une question, elles vont répondre et on sait qu'il n'y a pas de faux semblant, d'arrière-pensée. C'est très agréable à vivre. Alors, ils vont le dire pour eux, mais pour les autres aussi. C'est-à-dire qu'ils disent, moi, je me suis trompé, puis toi, t'as raconté des conneries, donc vaudrait mieux que tu fasses ça. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que si on veut pas avoir de réponse ou de commentaires négatifs, faut pas poser la question. Mais une fois qu'on le sait, on le fait, quoi. Ah, c'est mieux. Moi, c'est un truc que je dis aujourd'hui. Je dis aux gens, si vous me posez une question, vous aurez la réponse. Si vous voulez pas la réponse, faut pas poser la question. Mais j'en joue aussi avec, mais ça m'arrange. Et pour les décideurs, le problème, plus on monte dans la hiérarchie, moins on a les mauvaises informations. C'est-à-dire qu'à chaque niveau, une bonne information passe, une mauvaise information est toujours édulcorée. Si à la base on dit on a 1 an de retard, le contremaître va dire oh là là, on a 9 mois de retard. Le chef va dire oh là là, on a 6 mois de retard. Et quand ça arrive au PDG, c'est 1 mois de retard. Et dans les groupes de décision ou dans les cadres, si on veut avoir l'information, il faut qu'il y ait une personne écoutiste. Il faudrait que ça puisse tourner pour que ça soit pas toujours la même personne qui annonce les mauvaises nouvelles, sinon elle va se faire allumer, Ouais. perdre sa crédibilité. Mais au moins, on a les bonnes et les mauvaises nouvelles. Et c'est vraiment un grand plus au niveau des entreprises. Si les dirigeants, je dirais plus les lignes de commandement, les gouvernances savent s'en servir. Et Tout à fait, mais c'est le problème des dirigeants, que ce soit au niveau associatif, entreprise, politique ou autre, c'est de ne pas avoir des informations. C'est-à-dire que comme il y a du pouvoir, forcément il y a une certaine cour qui va brosser dans le sens du poil. D'avoir quelqu'un qui donne des informations, c'est hyper précieux. C'est bien si on a des vrais HPI ou TSA dans les lignes de commandement. C'est pas les mêmes boîtes. Alors des personnes avec autisme, moi j'en ai accompagné un dirigeant, mais valait mieux qu'elles aient derrière en numéro 2 un HPI qui puisse faire le modèle, parce qu'il y a des formes de brutalité ou d'injonction sociale qui desservent l'organisation parce que la personne n'est pas en capacité. Et les personnes avec autisme, c'est bien qu'elles se fassent entourer. Avec un HPI, c'est bien parce qu'il est capable de gérer le décalage, de prendre des coups, de les rendre, parce qu'il sait que c'est pas une mauvaise intention. Oui, tout à fait. Comment vous ramenez le TDAH dans le là on a vu les deux premières planètes, le TDAH là-dedans, le TDAH dans le TSA avec ou sans H, avec le HPI ou les trois, parce que toute la partie hyperactivité où très vite les adultes ou les enfants peuvent être catalogués, alors que ça appartient, et vous en avez parlé tout à l'heure, éventuellement à l'un ou l'autre des spectres. Et puis c'est un peu à la mode. Moi j'ai des gens dans pas mal de pays où on me disait je crois que c'est au Québec, au Canada, il y a 30% d'enfants sous Ritaline parce qu'ils bougent trop. Je prends dans le désordre. Pour moi, je mets trouble déficit attentionnel parce qu'il y a plusieurs formes. Il y a ceux qui bougent, il y a ceux qui rêvent, puis il y a des formes mixtes. Et bouger ou pas bouger ou rêver, c'est pas le problème, c'est maintenir son attention sur une tâche monotone, pas intéressante, qui est le problème. Donc là-dessus, moi je parle plutôt de TDA, enfin moi et d'autres, trouble déficit attentionnel. Et donc ça c'est le premier point. Deuxième point, chez les personnes avec autisme, dans ma patientèle, c'est presque 8 sur 10 qui ont un trouble attentionnel associé. Et pour moi, c'est une très forte comorbidité et je pense que ce sont les mêmes facteurs environnementaux à incriminer. C'est pas la même génétique, mais j'en sais rien. Mais pour moi, c'est le même package de troubles neurodéveloppementaux avec des expressions différentes. Que dire d'autre?
Donc TDA, enfin trouble attentionnel plus trouble du spectre de l'autisme, ça aggrave les difficultés parce que se concentrer sur quelque chose qui est complètement nul et pas intéressant, c'est encore plus difficile. Donc au niveau scolarité, c'est plus compliqué. Au niveau de la gestion des émotions, c'est plus compliqué. Ce sont les mêmes. Ce sont plutôt ces enfants-là qui font des grandes crises de colère, qui sont beaucoup plus difficilement gérables. Est-ce que vous connaissez le LTO3 dont je parle de temps en temps? C'est un psychiatre à Paris qui m'avait donné ça il y a 10 ans parce que j'ai aussi ce machin-là. LTO3, c'est l'althéanine, donc c'est ce qu'on trouve dans le thé et dans le café, c'est le même produit. Dans le café, c'est caféine, dans le thé, c'est la théine. Il y a 2 labos qui en font, il y en a un sur Mélan à Grenoble, qui fait le H6-4, et l'autre qui est au Canada, qui fait le LTO3. À Grenoble, pardon, c'est la même chose que le LTO3 d'Herbe et Concept? Oui, c'est ça. Donc c'est Nutrixéal. Donc j'ai un lien d'intérêt puisque je les connais. Et ils mettent, alors les Grenoblois ne mettent que l'althéanine et les Canadiens rajoutent des oméga 3. Oui, c'est ça. Et vous avez testé les deux? Comment? Vous avez testé les deux, ouais. Les deux, ouais. Donc oui, sont des stimulants et ça marche bien. J'allais dire, dans ma patientèle, 2 fois sur 3, c'est efficace pour la concentration. Donc, chez les personnes qui ont un trouble attentionnel, avec ou sans autisme, c'est vraiment le trouble attentionnel. C'est un stimulant, du coup, on se concentre mieux. On le prend plus, comme la Ritaline, ça revient quand même. C'est pas curatif, c'est ça? Oui. Pardon. Comment ça s'appelle sur le labo de Grenoble? Parce que ça, je connaissais pas. C'est le laboratoire Nutrixéal et c'est le HX4. Merci. Alors, il y a peut-être d'autres labos, mais je les connais pas. Ah ben, moi, je n'avais que le LTO3 que m'avait donné ce psychiatre que j'ai tout le temps, quand j'ai un peu le feu et que mon cerveau se barre, même quand je retiens tout avec des cordons, des tordeurs, il s'en va quand même. Ça me rend fou. Ça me rend fou. Et je vois de la magie avec ce truc-là pour le LTO3 depuis 10 ans. Ouais. Adulte, enfant, parce qu'on peut enfiler aux enfants. Et des fois, ça fait rien du tout. Ouais. Donc, quand je veux être simple en phytothérapie, c'est d'abord ce que je prescris. Et sinon, après, c'est association. En général, c'est une base de ginseng plus une autre plante stimulante. Mais voilà, là, c'est vraiment à l'intuitif en fonction de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu. Mais je pense qu'il y a d'autres phytothérapeutes qui ont d'autres pratiques. Mais l'idée, c'est toujours une plante stimulante. Et je pense qu'il y en a d'autres. Et juste, je pense que les champignons ont un grand intérêt. C'est interdit en France, mais je pense que dans l'avenir, il y a des tas de champignons qui vont être intéressants au niveau stimulant et au niveau psychotrope. Pourquoi c'est interdit en France, les champignons? Ben, en médicinal, oui. Vous pouvez pas vendre un champignon en disant c'est un médicament, enfin comme toutes les plantes. Hein. C'est-à-dire ce qu'on trouve dans la pharmacopée chinoise? Ouais. Ou en tout cas surveiller, quoi. Ou on peut pas dire que c'est pour le TDA, puisque pour avoir... Ah oui. On dit que c'est pour faire une tisane. Voilà. Voilà, mais je les connais pas, les champignons. Donc, en tout cas, c'est, de mon point de vue, une piste intéressante aussi. Je suis d'accord. Moi, j'ai des traitements avec champignons par des naturopathes, et entre autres sur le microbiote, mais pas que. En médecine chinoise aussi. Mais je suis en lien avec des professionnels. Et pour le trouble attentionnel, effectivement, il y a des liens avec l'immunité, avec le microbiote, avec l'inflammation cérébrale, enfin plein de choses. Donc tout ce qui est approche globale comme ça, c'est très très intéressant. En gros, je donne d'abord des stimulants pour que les gens puissent se concentrer, surtout les enfants, et les suivre. Si les gens veulent aller un peu plus loin, effectivement, il faut essayer de diminuer cette hyperperméabilité intestinale, améliorer la flore intestinale, enfin faire un petit peu en fonction de ce qu'on sait sur la santé en global pour essayer d'améliorer cette concentration.
C'est un peu plus contraignant, il faut diminuer le gluten, il faut faire des tas de choses. Bon. Donc c'est une petite minorité de gens qui le font, mais la plupart me disent que c'est un mieux global au niveau bien-être. Et j'allais dire un tiers où il y a un vrai changement au niveau concentration. Est-ce que vous voyez des liens, parce que moi j'étudie ça aussi avec des spécialistes un spécialiste du microbiote, entre microbiote et autisme, parce que manifestement il y a eu des études, alors je sais pas où je suis pas compétent, sur une prévalence de public TSA sur des problèmes de microbiote, voire de maladies auto-immunes. On trouve des corrélations, pas pour l'instant aux causalités. Et là, ça fait partie de tout ce qui est épigénétique, environnement, il y a un mélange de choses qu'on découvre, hein, effectivement. Ce système microbiote, ce système immunitaire, le système neurologique, ça fait tout un ensemble. Ça casse les codes qu'on a toujours appris jusqu'à maintenant en médecine, et c'est une voie qui est grande ouverte. On est comme dans toutes les sciences, on est face à l'infini et on découvre tout le temps, quoi. Et ça change. Donc ça casse les codes, y compris de l'ADN? Ouais, y compris de l'ADN, puisque manifestement, c'est plus quelque chose de fluide qu'un solide, hein. Puisque 9/10, c'est de la chromatine, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas codant. Enfin, dans l'ADN, on a des gènes qui codent, qui font les protéines, nos yeux, nos oreilles, l'ensemble du corps. Et on a 9/10 qui ne code rien, mais qui influe sur les gènes codants. Et pour l'instant, ça fait partie du domaine de la recherche, mais cette chromatine a vraiment une influence sur notre immunité, sur l'expression de nos gènes, sur notre adaptabilité à l'environnement. Et quand l'environnement est perturbé, ça perturbe aussi cette épigénétique. Est-ce que on peut, indépendamment de la question de l'environnement, de l'épigénétique, de l'adaptabilité de la personne à l'environnement et de l'environnement à la personne, est-ce que les personnes avec TSA en fait peuvent réduire leurs problématiques? C'est-à-dire si on vient par le terrain immunitaire et la génétique, parce que ma petite camarade qui fait son DU terrain immunitaire, elle est arrivée très vite sur le génome, mais elle a 23 diplômes, dont 2 doctorats. Et elle est arrivée sur le génome et sur la réversibilité du génome. Alors, en ce qui me concerne, si je commence à dire qu'on peut guérir de l'autisme, je me fais allumer par l'ordre des médecins. Donc faut pas le dire. Donc faut pas le dire. Mais c'était la question. J'ai souvenir d'une jeune enfant de 6 ans que j'ai dû voir pour un papier administratif. Et le diagnostic d'autisme a été posé en bonne et due forme par les centres experts, il n'y avait pas de problème. Mais en l'observant, elle socialisait bien, elle communiquait bien, elle jouait bien, enfin, je ne voyais strictement rien. C'est-à-dire que pratiquement, aussi bien à l'école, ça se passait très bien. Elle arrivait à être invitée sans trop d'efforts aux anniversaires. Elle invitait à son anniversaire, c'était pas très coûteux. Et je te demande à la mère, mais comment ça se fait, ce diagnostic d'autisme avec tout ce que vous me dites? Elle me dit, mais ça fait depuis l'âge de 3 ans qu'elle a de la rééducation. Donc, je veux dire, avec mes critères de psychiatre, je pouvais dire qu'elle était guérie. Mais simplement, comment dire, ça c'est de la rééducation, c'est simplement les facteurs externes qui modifient quelque chose au niveau du cerveau, du corps, et très probablement aussi des gènes, c'est-à-dire qu'il y a des interactions entre les deux, ça va pas que dans un sens. Voilà ce que je peux dire. Ce que je peux dire aussi, c'est que chez les personnes avec autisme qui ont une fatigue chronique, à ce moment-là, pour se concentrer, c'est compliqué. Pour les surstimulations sensorielles sont encore plus exacerbées. Les stimulations sociales, c'est insupportable.
quand on arrive à diminuer cette fatigue chronique, voire à la guérir, si c'est une cause infectieuse, genre candida albicans, ils ont plus de candidose digestive, ils sont moins fatigués, ils communiquent mieux, ils socialisent mieux. Alors moi, je dis qu'ils sont à ce moment-là améliorés. Certains médecins, quand ils voient des améliorations spectaculaires, disent qu'ils sont guéris, se font allumer aussi par leurs médecins. Donc, on peut améliorer de façon spectaculaire. Mais je sais pas. Oui. Est-ce que il peut y avoir d'influence de virus type BV, herpès ou des choses comme ça, vous savez? Le BV, oui, et ça fait partie de la famille des herpès. Donc le problème de ces virus, c'est qu'ils restent en intracellulaire et se réactivent quand il y a une baisse de l'immunité. Baisse de l'immunité, les facteurs de stress chronique le font. Le virus d'Epstein-Barr, pratiquement tout le monde l'a. Donc la plupart des gens, ça fait rien, ça fait une immunité qui est définitive, mais s'il y a une baisse de l'immunité, ça peut se réactiver. Par exemple, déclenché par un Covid. Déclenché par un Covid ou par d'autres choses, ouais. Ou par autre chose. Oui, alors c'est pour ça qu'on parle d'environnement, parce qu'il y a ces facteurs toxiques, il y a ces facteurs éducatifs, il y a ces facteurs virus, il y a aussi d'autres germes qui ont été incriminés. Il y a des tas de corrélations que l'on retrouve. Il y a des corrélations génétiques. Ça fait tout un ensemble. Génétique, peut-être que on pourrait rappeler, mais je viens chercher votre confirmation. Moi, j'explique pour la douance que c'est génétique, mais c'est pas automatique. Moi, mes parents sont pas HPI. Donc, c'est pas systématique, mais il y a quand même des facteurs génétiques. Pour que le gène s'exprime, il faut que les 9/10 d'épigénétique permettent au gène ou pas de s'exprimer. Quand j'ai dit au gène, c'est au pluriel. Donc ça va être tous les gènes, une partie, et puis ça peut varier au cours de la vie. Voilà, c'est extrêmement fluide. C'est ça qu'il faut comprendre. Et effectivement, comment dire, 2 parents HPI, si leur gamin, on l'enferme, je caricature, mais on l'enferme dans un placard, forcément, il va pas pouvoir développer ses compétences. Il en aura plus qu'un autre qui n'est pas HPI, qu'on aura enfermé dans un placard, mais c'est vraiment cette interaction environnement et environnement dans le sens large et génétique. Est-ce que vous voyez des influences spécifiques ou redondantes ou prévalentes d'environnements anxiogènes ou de trauma? Enfin non, je cherche pas. J'ai pas posé les questions. Donc je peux pas répondre. D'accord. Moi, je l'observe pour HPI. Beaucoup d'histoires de trauma, d'agression, de relations incestuelles. Très fréquentes chez HPI, mais moi aussi, j'ai mes biais d'échantillonnage, donc je reste prudent. Parce que, de fait, mes algorithmes sont faussés. Mais c'est quand même assez fréquent. J'ai plein de témoignages où l'environnement familial, parental était bienveillant et de bonne volonté. Mais je dis parfois, je sais pas le défendre, qu'il y a des personnes polytraumatisées qui fonctionnent comme des surdoués dans le côté animal survie. On les soigne, on les aide. Elles n'ont plus les caractéristiques visibles de ce que pourrait être un surdoué, de l'idée que certains s'en font. Alors pour moi, quelqu'un qui est surdoué, c'est quelqu'un qui a une excellente intuition, qui a cette pensée en arborescence. C'est-à-dire, très typiquement, c'est ce physicien qui a monté avec un chorégraphe, qui a monté des pièces de théâtre pour illustrer les phénomènes physiques. Ce sont des personnes qui cassent les codes, en général. Donc, je disais excellente intuition, hypersensible à l'injustice.
Et après, il y a tous les profils, ceux qui sont scolaires, ceux qui sont pas scolaires, ceux qui sont musicaux, ceux qui sont pratiques. Je réponds pas à la question. Les traumatismes dans l'enfance, ouais, je sais pas. Là, je peux pas répondre. Non, mais c'est juste, je viens questionner votre expérience sur Alors, le sujet parce que sur, je sais pas argumenter ça. alors sur le sujet, en tout cas, des personnes avec autisme, il y a une surreprésentation de personnes qui ont été harcelées. Euh, L'intégration dans les groupes est difficile sur les personnes qui sont isolées, donc vulnérables, et effectivement, le harcèlement est surreprésenté. Comme comme il y a une dyslexie des interactions sociales, très souvent, il y a des difficultés avec les parents. Si les parents n'ont pas ce profil, ça peut faire des incompréhensions extrêmement sévères et du ressentiment très 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 profond. C'est ce que je peux voir. Et quand les parents ou l'un des parents a le même profil, à ce moment-là, il y a des relations fusionnelles qui sont absolument exceptionnelles et plutôt bénéfiques. Contrairement à ce que en psy on dit que les mères ou les pères sont trop fusionnels avec leur enfant, et dans le cas de l'autisme, je dis que c'est une chance et bénéfique pour l'enfant. Mais Bien sûr. ça va au contre-courant de l'opinion générale. L'opinion générale n'a pas forcément raison, hein. Tout à fait. Et, juste en aparté, c'est comment dire, si la mère a un autisme et s'il y a un signalement auprès des services sociaux, il faut absolument que ce soit le père, un homme, qui fasse l'interface. Les mères, surtout autistes, vont être considérées comme froides, indifférentes, et c'est extrêmement dangereux. C'est l'un des conseils que je donne. C'est qu'il y a une interface neurotypique, masculin de préférence, pour atténuer. Mais par rapport à ce que vous dites là, ou ce que vous disiez tout à l'heure pour la jeune fille, pour moi, il y a un enjeu de manière générique et générale sur la neurodiversité à identifier le plus tôt possible les enfants pour les aider et leur donner des marges de manœuvre dans leur propre gestion des interactions environnementales ou des interactions avec elles-mêmes. Et on gagne énormément de temps et diagnostiquer, c'est pas enfermer, diagnostiquer, c'est pas un problème, c'est une solution pour trouver des solutions appropriées, non invasives et non violentes, et de prendre en charge la systémique familiale, parce que la question des enfants pour HPI en général qui ont une posture de parentalisation, ils sont parents de leurs parents. Et il y a 2 jours, il y a une personne que j'avais sur un bilan qui m'a dit, à 5 ans, j'ai décidé de déparentaliser mes parents parce qu'ils étaient trop mauvais. 5 ans. Elle a décidé que c'était plus leurs parents et que c'était elle le parent. Bon, plutôt THP. Ouais, oui. Évidemment. Mais il y a un enjeu pour moi pour les enfants, pas stigmatiser, pas enfermer, pas brutaliser les enfants, mais prévoir un accompagnement et un environnement. Et plutôt, c'est le mieux. Mieux c'est, me Ouais. semble-t-il. C'est ce qu'on appelle l'approche médicale. C'est l'étiquetage n'a aucun intérêt. L'idée, c'est d'aider les gens et que les gens aillent mieux, soit par modification de l'environnement, soit par modification de leur comportement ou de leur biologie. Et voir les deux, c'est encore mieux. Mais c'est vraiment amélioré. Et l'étiquetage, en fait, c'est de l'opposabilité au tiers. C'est de l'opposabilité à l'école. Vous n'avez pas un test. Alors, mieux, c'est psychiatre. La psychiatre, on dit plus rien après. Mais si on a un papier d'un psychiatre, vous êtes tranquille. Après, il n'y a plus que Dieu pour pas être d'accord, mais la marche un peu haute. Mais si Ouais, vous ouais. voulez, dans une société où les étiquettes prévalent et les interactions en entreprise avec les RH pour aller à la MDPH, pour aller euh, au CRA, pour aller à l'école, pour avoir l'appui des psys, des structures d'accompagnement, des accompagnements EIP, enfin intellectuellement précoces, ou des prises en charge parce qu'en plus on fout des handicaps partout. C'est absolument terrible. Sinon les personnes croient pas, ou très vite on va avoir des parents qui fantasment. Alors avec aussi beaucoup de maladresse parce qu'il y a une pression anxiogène partout, partout. Mais c'est les enfants qui font, c'est souvent fusibles. Oui, je suis entièrement d'accord.
C'est une phrase que j'aimerais retenir parce que quand les gens me demandent à quoi sert l'étiquetage, je venais de résumer en une phrase ce que je dois répondre. C'est pas moi qui parle parce que je suis là et pas là quand je parle, mais et puis j'y suis souvent confronté. C'est que l'amitié, on n'a pas le choix, donc c'est souvent ce que je dis aux gens. C'est pas pour votre enfant, il s'en fout, il veut de l'amour, de l'accompagnement, du soutien, de la sécurité, et de la compréhension, surtout s'il y a du HPI pour comprendre les interactions. Et puis plus on monte à l'adolescence, très souvent, en tout cas sur l'adolescence, c'est que les enfants veulent être normaux, ils veulent plus entendre parler du sujet, et encore moins des éducateurs. Mais le problème, c'est les autres. Le problème, c'est les autres qui sont flippés. Alors, un conseil que je donne aux parents, c'est de demander au proviseur, et j'appuie d'un certificat quand il y a besoin, que l'enfant, d'une année sur l'autre, soit avec le même groupe de copains. C'est-à-dire que si l'enfant est, si l'enfant est dans un groupe d'amis qui acceptent ses différences, le fait d'être dans un groupe, il va pouvoir apprendre les codes sociaux, ça sera l'un des meilleurs moyens, et ça va le protéger du harcèlement. Ce sont les deux objectifs. Les personnes avec autisme, les adultes me disent que ils ont appris les codes sociaux grâce à leur conjoint. Très, très, très souvent, bien avant les psychiatres et les psychologues. C'est en voyant l'autre faire qu'on apprend. Pour les enfants, c'est en voyant les copains faire, comment ils font, qu'il va apprendre. Et rester dans un groupe sécurisé, il va pouvoir être en observateur, apprendre, copier, et ça sera de moins en moins coûteux et difficile. Mais pour ça, il faut vraiment que ce groupe puisse continuer. Donc c'est quelque chose que je demande très très fréquemment. C'est super important. Moi, je le préconise quand j'ai des gens, c'est à peu près toutes les semaines pour du TSA. Très souvent, d'ailleurs, ça peut être un élément d'identification, de se planquer derrière quelqu'un. Ma caméra me floute. Les personnes avec autisme sont souvent cachées. Moi, j'ai eu ça jusqu'à 10 ans. Jusqu'à 10 ans, je n'ai pas regardé dans les yeux. Pour les couples, j'ai vu des personnes qui avaient intuitivement fait ça, de femmes, mais j'ai plus souvent des femmes dans mon biais d'échantillonnage, qui disaient en fait, mais c'est mon mari dans une situation, je lui dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, il décode la situation et qui me fait un feedback. C'est magnifique. Oui. Et je réalise aussi que les personnes avec autisme dans ma patientèle ont souvent des conjoints, une sous-représentation de conjoints, on va dire toxiques ou toxiques. Et je me suis toujours demandé pourquoi. Première réponse, ils ont une naïveté sociale, donc ils n'ont pas vu. Deuxième réponse, c'est que quand on est amoureux, on ne voit rien. Par contre, les copains et les copines voient très bien. C'est-à-dire que si une jeune fille dit « Oh là là, Stéphane, qu'est-ce qu'il est bien », ses copines font la gueule en disant « Ouais, bof, Stéphane, bof ». Donc à ce moment-là, ça va donner l'intuition qu'il y a quelque chose qui va pas. Si on est isolé, on voit rien, quoi, puisqu'on est amoureux, c'est la définition. Le groupe protège aussi des relations toxiques. Protège du harcèlement, on apprend les codes sociaux et ça protège des relations toxiques. Ouais, je pense que c'est vraiment une super idée, stratégie d'avoir une bulle d'alliés, de protecteurs considérés comme tels, et c'est mieux s'ils sont un peu lucides sur le sujet. Et je me rappelle donc souvenir du lycée première terminale. Dans notre groupe, il y avait il y en avait un jeune qui était très bizarre, toujours habillé en noir, qu'on appelait le corbeau, mais qui était intégré à notre groupe avec ses particularités, avec ses bizarreries. Voilà, il était dans son monde, mais en terminale, il faisait le programme de maths spé. C'était ce qui le passionnait. Bon. Donc maintenant, je me dis oui, il avait un autisme. À l'époque, nous, on n'en savait rien, mais il était là. C'est-à-dire que personne ne l'embêtait. Il est né en cours de récréation, il était dans notre groupe. J'ai pas l'impression qu'il a appris beaucoup de codes sociaux, mais je pense que c'est mieux que s'il avait été seul.
Ouais, c'est son mode de survie, et tant mieux. Mais Est-ce on que, l'apprécie aussi, je m'en souviens et je l'apprécie. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on est bizarre qu'on n'est pas apprécié. On aimait son sens de l'humour, on aimait ses caractéristiques, quoi. Donc, ouais, enfin, ouais, c'est important. je pense que ça c'est très important. Beaucoup de personnes dans la neurodiversité veulent être normales. Ce à quoi je dis que c'est quand même une maladie grave, la neuropathie, parce que c'est contagieuse, mais ça rend fade et insipide, et surtout c'est une aliénation. Ouais, ouais. Oui, Et tout à que fait. on peut être tout à fait digeste et accepté avec des aspérités, des singularités. Une fois de plus, ça va dépendre de l'environnement. Alors, je suppose que ce qui crée le plus de difficultés, c'est ce non-retour verbal, c'est-à-dire les enfants passent, disent bonjour Julien, et l'enfant passe sans dire bonjour. Quand il n'y a pas ce retour non-verbal, ou même de regard, ou enfin de ces communications sociales très très implicites, les enfants perçoivent, il se croit supérieur à moi. D'où certaines réactions agressives sans que l'enfant autiste le comprenne. Et chez les adultes, ce non-retour verbal, c'est-à-dire on parle et puis la personne reste un peu de marbre, on se dit, oh là là, je suis très con, je dis des conneries, faut que je m'en aille. Enfin bon, on se sent vraiment en insécurité. Et donc, sans le vouloir, ce non-retour, enfin non-verbal, c'est déstabilisant pour l'interlocuteur et ça isole la personne avec autisme. Et ça induit aussi des réactions parfois violentes ou de rejet de la part des autres. C'est l'une des explications que je trouve, comment dire, au rejet des personnes avec autisme, parce que les fautes sociales, on en fait tous, mais les neurotypiques, enfin, quand on est en groupe, on se coupe la parole, on parle à quelqu'un, on n'écoute pas sa réponse, on part, enfin, ou quelqu'un d'autre vient dans la conversation et parle d'autre chose. Enfin, les fautes sociales, on en fait plein, mais ça passe bien. Les personnes au autisme, ça passe pas, et je pense qu'il y a des détails dans le non-verbal où c'est mal perçu. Je pense que les fautes, elles sont que vous parliez de fautes sociales, mais ce sont pas les mêmes. Ouais. Les fautes sociales neurotypiques, c'est du plein, c'est de la saturation, c'est du bruit. Or là, c'est du silence qu'on voit aussi pour THP ou TTHP accompagné. C'est du silence. C'est un regard qui peut être fixe. On se dit, il est en train de me scanner. Donc, je suis un con et il va me sortir un truc que je sais pas quand. Donc, ça peut créer du vertige, Ouais. ou des formes alors dans le livre de Carlos Tinoco et de ses amis sur les surdoués et les autres, il parle d'effondrement, de peur, de troubles où les gens sont renvoyés à des choses dont ils n'ont pas l'habitude parce que c'est du vide. Alors c'est aussi une manière, si on veut perturber quelqu'un, de le regarder et de rien dire. Hein. Moi, j'ai fait ça en gestion de crise, mais mais je le fais exprès. Je sais ce que je fais, je sais rattraper le coup. Mais les personnes beaucoup avec autisme le voient pas. Plus l'impassibilité du visage, des trucs monocordes, moi ça m'a valu plein de problèmes dans mon enfance. C'est comme si on n'était pas engagé, pas motivé, pas d'interaction sociale. Donc on fait pas allégeance au code implicite de la tribu indigène locale et dont on voit pas les effets, mais en même temps on veut faire l'économie de ça parce qu'on trouve ça très chiant, sans intérêt, et surtout ça bouffe trop d'énergie. Je pense qu'il y a ça, c'est que les problèmes communicationnels ne sont pas les mêmes que les gens qui s'écoutent pas parce que de toute façon ils s'en foutent de ce qu'ils disent et que ça ressemble plus à des monologues que des conversations de gens bien élevés. Tout à fait. Oh, ben merci pour la réponse. J'ai appris quelque chose. Et il y a le regard Oui. aussi, la félicité du regard. Où bah moi la première fois je me suis vu, j'ai flippé quand je me suis vu, vous avez vu mes yeux qui se barrent Ouais. partout. Donc ça ou des personnes, moi si j'en ai, je peux vite les détecter, c'est-à-dire que le temps qu'elles processent, les yeux se barrent comme ça ou dans les coins. Il n'est pas possible de pour les personnes peut-être plus Asperger de tenir une conversation libre et le regard, il y a un moment donné ça bug.
Ouais. Donc je pense que c'est ce sentiment d'insécurité induit chez l'autre. C'est pas forcément l'allégeance, mais en consultation, souvent je donne des explications et la personne reste un peu de marbre. Ben moi, ça m'insécurise. Et à ce moment-là, je demande explicitement est-ce que c'est intéressant, pas intéressant, pertinent ou pas. Le manque de retour non verbal insécurise l'interlocuteur. Donc maintenant, je le sais et je pose des questions. Mais au début, c'était assez gênant, ouais. Et je pense que dans l'environnement de ces personnes, leur environnement peut se sentir insécurisé, mais de façon tout à fait involontaire, quoi. Donc c'est pas la bizarrerie, c'est vraiment une émotion qui arrive chez l'interlocuteur. Et je suppose, enfin, quand j'imagine certaines personnes que je connais dans leur milieu professionnel, si elles restent de marbre, enfin, ça me fait sourire parce que j'imagine leurs collaborateurs ou se retrouver à se dire waouh, qu'est-ce que j'ai dit. Ouais. C'est déroutant. Ces codes ne font pas partie de la culture autochtone locale. Sauf à les expliquer, ouais. Sauf à les dire. Ouais, mais je pense que c'est vraiment l'idée qu'on se fait. Enfin, en tout cas, moi, je me fais, c'est je suis nul, je suis con, c'est pas intéressant ce que je dis. Enfin voilà, on se remet en question. Enfin, il y a ce sentiment d'être très con et de se dire oh là là, faut que je m'en aille. Alors que c'est pas du tout ça, où il y a des personnes qui vont dire ok. Je dis oui, d'accord, ok, mais il y a quoi d'autre? En fait, la réponse, c'est que si on va chercher, les personnes, elles peuvent répondre. C'est qu'elles mesurent pas l'effet qu'elles font par rapport à la manière dont elles se comportent, qui est plutôt économe ou monochrome. C'est pour ça que je passe l'information. Que les personnes comprennent l'effet que ça fait chez l'autre et qu'elles comprennent aussi pourquoi il y a eu des réactions agressives ou de rejet. Ah, bien sûr. Mais enfin, il y a plus de la méconnaissance de part et d'autre des codes et de l'implicite des codes qui sont absolument pas les mêmes. On croit qu'on parle la même langue, mais pas du tout. Non. Oui. Et à observer ça, c'est assez marrant. On va bientôt atterrir sur notre entretien. Est-ce que vous voulez rajouter ou ramener des choses dans notre échange? Rajouter non, répéter oui. L'autisme doit sortir du champ de la médecine et encore plus de la psychiatrie. Ça fait partie de la biodiversité et avec, comment dire, le stress chronique, une surreprésentation de fatigue chronique et d'autres pathologies, de troubles post-traumatiques, de troubles anxieux, de dépression. Mais voilà, faut sortir ça du DSM, des classifications et du diagnostic. Ce serait vraiment ça que j'aurais faire passer. Et quant aux professionnels, vraiment s'ouvrir en tout cas, à ceux qui sont médecins, à toutes les approches différentes et pas simplement conventionnelles et synthétiques. Et j'en ai plus appris par les médecines, on va dire, complémentaires. Bien avant, c'est par là que j'ai appris ce qu'était le microbiote, la muqueuse intestinale, enfin, tout ce que l'on découvre maintenant, moi, les premières informations sont venues par les médecines complémentaires. Les virus, enfin, toutes les corrélations, enfin, tout ce qui est du champ de la recherche et des découvertes. Ouais, je crois que c'est ça que j'ai à dire. Est-ce que j'aurais autre chose? Je pense pas. Bien redéfinir le contexte. La psychiatrie est une science molle. On ne fait que observer, écouter et mettre des éthiques, enfin, un curseur pour dire oui, non. De temps en temps, je mets peut-être. C'est-à-dire que je vois les personnes, j'évalue et puis il y a des signes, enfin des choses qui me disent oui, des choses qui me disent non et à ce moment-là, j'oriente vers des psychologues pour faire des tests standardisés et avoir un autre avis. D'où l'intérêt des centres ressources autisme et d'où l'intérêt d'y mettre vraiment beaucoup de moyens et financiers et humains. Ça vaut le coup parce qu'une fois que les diagnostics sont faits, que les
comment dire, les orientations et en tout cas les adaptations sont faites derrière, ça change la vie des personnes. Et moi, je veux dire, ce qui me fait de la peine, alors je vous livre un petit peu comme ça, c'est de voir les personnes avec autisme dans la rue. Je fais quelques maraudes. Et c'est assez typique, enfin, quand on voit les personnes parler de leur centre d'intérêt et puis c'est passionnant, et puis se balancer légèrement. C'est dommage de voir ces personnes comme les autres à la rue, et ce qui fait vraiment mal au cœur, c'est de voir des jeunes qui sortent de l'ASE, enfin, des services sociaux, à 18 ans, ils se retrouvent à la rue, parce que les financements, et on ne finance pas leurs études. Je trouve ça consternant. Mais ça sort du champ d'autisme. Ben non, parce que l'autisme fait symptôme du système socio-politique. Enfin, ça parle du système dans lequel on est, et ça vient éclairer des failles du système. Vous avez des collègues qui s'intéressent à ce que vous faites? J'aurais aimé, mais j'ai pas vraiment de réseau. On se connaît, mais c'est pas un réseau comme si j'avais fait toutes mes études là-bas. Donc n'ayant pas de réseau, c'est compliqué. Je suis pas quelqu'un de réseau non plus. C'est pour ça que j'ai pas travaillé à l'hôpital, parce que je me disais qu'il fallait que je fasse beaucoup de réseaux et qu'il y avait une structure administrative qui était insupportable. Mais voilà, donc j'aurais bien aimé, mais en fait, je pense qu'il aurait fallu être au moins 2 médecins pour lancer les choses. Puis j'avais d'autres engagements ailleurs, et donc je ne me suis pas investi là-dedans. Vous allez faire de l'enseignement? J'aurais aimé, mais pareil, il faut démarcher. J'ai pas commencé les démarches. Donc, si on commence pas les démarches, effectivement, c'est compliqué. On n'est pas venu vous chercher. Voilà, c'est ça. Mais ouais, j'aimerais bien. Ça, j'aimerais bien, en tout cas dans le domaine que je connais. Si c'est les troubles bipolaires ou autres, d'autres peuvent le faire très très bien. Non, dans le domaine que vous avez développé, ouais. Oui, il y a les rêves, et puis il faut réaliser ses rêves. Ah Bah, voilà. j'espère qu'il va y avoir des bonnes fées qui s'occupent de vous. Ouais, ça serait bien quand même. C'est dommage de perdre tout ça. Je vais laisser la fenêtre ouverte alors. Ouais, laissez la fenêtre ouverte, on sait jamais, hein. Elle peut venir et attendre derrière. Faut que je me prépare à l'effondrement, c'est peut-être un bon exercice. Ouais, ça, on va y arriver. Merci beaucoup en tout cas pour ce magnifique moment et l'énergie et tout le travail que vous avez fait. J'espère qu'il y aura des relais. Je fais jamais de conclusion parce que pour moi ce sont des sujets qui se concluent pas. L'aventure continue, il y a trop de choses à faire. Vous rajoutez quelque chose à la conclusion? À la conclusion, on est face à l'infini de toute façon, donc faut être fluide et, j'allais dire, bien avoir en tête que les vérités d'un moment sont vraies jusqu'à ce que quelque chose de plus vrai apparaisse. Les règles de Newton ont été vraies jusqu'à ce qu'il y ait d'autres découvertes dans la physique qui supplantent, en tout cas dans certains domaines. Donc nos vérités actuelles sont peut-être les erreurs de demain, mais on fait avec le contexte qu'on a. Et puis, j'aime bien ce terme de biodiversité, que je garderai bien. Ben, ça me plaît beaucoup. J'avais échangé avec un chercheur en biologie du développement. J'espère que je pourrai aller le rechercher pour la chaîne, pour aller chercher sur le sujet de la biodiversité, comment ça se passe chez les animaux. Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'on a des bizarres atypiques? Bah oui, il y en a. Mais j'ai pas trouvé tout ce que je cherchais. J'ai encore plein de recherches en attente. Mais je trouve que c'est beaucoup plus respectueux et écologique des gens, en tout cas, ce sujet-là. Ok, merci.
on va arrêter là. Peut-être préciser pour les gens qui écoutent les émissions, et j'en parle à chaque fois. Si vous voulez suivre et être invité sur les prochaines émissions, vous avez un petit truc en bas qui dit que faut s'abonner avec un pouce sur la vidéo. Ça c'est pour les parties techniques, et puis Gaëtan derrière en back office qui gère toute l'organisation technique de cette émission. On se retrouvera bientôt avec Nathalie Alstein, et puis j'ai plusieurs personnes en attente. Je suis vraiment ravi qu'on ait pu aborder ce sujet-là avec un professionnel psychiatre, parce que dans les codes sociaux, selon l'étiquette qu'on a, les galons qu'on a, la fonction qu'on a, on est autorisé à dire des choses ou pas. Ce que vous dites, si c'est moi qui le dis, je vais me faire allumer. Si c'est quelqu'un qui est pas psy ou psychiatre ou pas médecin, il va se faire allumer. Vous faites quand même gaffe à ce que vous dites pour pas vous faire allumer. Mais c'est quand même assez malheureux de voir fonctionner. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des formes de sociabilité avec lesquelles il faut faire. On n'est pas obligé non plus de tout respecter. Donc vraiment, je suis ravi qu'on ait pu partager sur là-dessus. Il y a à déconstruire les enfermements dans lesquels on est. Et j'espère que, en tout cas, sur cette chaîne, c'est ça qui m'intéresse. Merci beaucoup. Alors, c'est ça, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça, mais en bas, il doit y avoir un pouce. Ouais, c'est pas ça. Non, j'espère que non. À bientôt. Merci beaucoup et bonne journée. Allez, au revoir.